Ah, l'amour. Hier, c'était la Saint-Valentin. Et pour rester dans le thème, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on va parler love. L'amour au cinéma, c'est un thème souvent abordé, genre très souvent. Même des films qui n'en ont absolument pas besoin se sentent obligés de rajouter de la romance pour attirer un certain public. Mais oui, l'amour et tout ce que ça implique, ça fait vendre. Et puis surtout, ça permet de raconter des jolies histoires, souvent clichés, à l'eau de rose et au final très attendues, mais parfois qui visent juste. Bon ouais, je suis pas un grand fan de comédie romantique, c'est pour ça qu'on va pas en parler aujourd'hui, parce que si je commence à vous conseiller mes préférés, ben ça va pas être très long, et en plus mes préférés généralement c'est celles qui terminent pas bien, donc c'est pas trop dans le thème. Alors on va parler de Disney, plus exactement de ses couples. Et avant qu'on me tombe dessus en commentaire parce que j'ai pas parlé de Mickey et Minnie ou de Wally et Eve, je n'ai inclus dans cette liste que des couples présents dans les classiques Disney, allant donc de Blanche-Neige à Zootopie 2. Je n'ai pas non plus trop pris en compte les suites directes ou vidéo, non, le critère c'était d'être un duo issu d'un classique. Et je veux pas trop vous teaser mais je pense qu'on va pas tous être d'accord, et qu'il y a sans doute certains noms que vous attendez qui ne seront tout simplement pas dans mon top. Genre si vous kiffez les princesses d'avant les années 80, vous allez peut-être être déçus. En fin de vidéo, je parlerai aussi de votre numéro 1, celui que vous avez élu sur Instagram toute la semaine, mais sans plus attendre, passons au numéro 10 qui va, je pense, déjà en faire bondir certains. Numéro 10, Simba et Nala. Et oui, le Roi Lion a beau être mon Disney préféré, c'est pas son histoire d'amour qui est son argument le plus solide. Certes, c'est sans doute la relation qui s'étend sur le plus longtemps, ils se connaissent déjà étant gosses, même si évidemment à ce moment-là, leur parler de mariage et de couple ça les fait doucement rigoler. Par contre, quand ils se retrouvent à l'âge adulte, les hormones aidant, se bagarrer comme à l'époque termine de façon bien différente, et les yeux de biche de Nala font rapidement craquer Simba. L'amour brille sous les étoiles, tout ça on connaît, mais Nala n'est finalement même pas suffisante pour faire revenir Simba au pays. Il faudra une discussion avec Rafiki et une apparition de son papa dans le ciel, pour qu'enfin il daigne revenir prendre sa place sur la terre des lions, buter son oncle, épouser Nala, et donner naissance à une suite. Donc, on se souvient du couple principalement pour la scène qu'ils partagent après s'être retrouvés, mais la romance est loin d'être l'enjeu principal du film. Ils se connaissent depuis toujours, et ont toujours été destinés à terminer ensemble. Il n'y a pas beaucoup de suspense, ni de challenge. Numéro 9, Tiana et Naveen. Il fait partie de ceux que je n'ai pas encore traités en vidéo, alors je l'ai revu récemment, parce que je n'en avais qu'un souvenir très lointain, et je me souvenais principalement du méchant, pas forcément de la relation entre les deux. Et c'est un peu tout ce qu'on peut attendre d'une romance moderne, avec son ironie, son inversion de certains codes, puisque après avoir embrassé une grenouille, ce n'est pas la grenouille qui devient un prince, mais la princesse qui devient une grenouille, nos deux héros vivent de vraies aventures ensemble, apprennent à se connaître petit à petit, même si Naveen est d'emblée très entreprenant, et c'est dans une jolie scène au clair de lune, un classique des classiques en fait, que Grenouille Tiana va commencer à se dire que Grenouille Naveen est plutôt sympathique, pour un batracien. Mais, un peu comme pour le Roi Lion, ce n'est pas le focus premier de Tiana. Trouver l'amour, c'est un joli bonus, mais son but, avant tout, c'est d'ouvrir son restaurant, en hommage à son père, et accessoirement de revenir humaine, quand même. Si le film s'était concentré sur sa copine blonde, par contre, qui parle de prince charmant du matin au soir, ça aurait été différent. Mais dans La princesse et la grenouille, même si Tiana est bel et bien une princesse Disney, elle est résolument moderne, et l'amour n'était donc pas sa priorité. Numéro 8, Aladdin et Jasmine. Alors très étonné de voir où il a atterri dans votre classement dont on parlera à la fin, mais encore une fois la romance dans Aladdin, mais c'est une seule scène quoi. On est sur du typique Disney, ils se rencontrent, le courant passe directement, genre en 3 minutes ils sont pas loin de se galoche, mais Aladdin c'est un gars des rues, alors s'il veut pouvoir épouser Jasmine, la princesse, il doit se faire passer pour un prince, histoire d'avoir le rang nécessaire. C'est là qu'intervient le génie, personnage plus intéressant qu'Aladin et Jasmine réunis d'ailleurs. Une balade en tapis volant plus tard, et ça se tient déjà la main et ça se bécote. Ouais, ils perdent pas de temps les jeunes. Si Jasmine tombe si vite pour Aladin, c'est parce que dans ce rêve bleu, et son petit tour du monde en tapis, il lui offre justement ce qu'elle a toujours voulu, la liberté, la possibilité de voir le monde, elle qui doit se déguiser pour sortir dans sa propre ville. Sauf que, cliché quand tu nous tiens, tout ça n'est en fait qu'un mensonge, puisque Jasmine, qui ne l'a pas reconnu alors qu'il est juste habillé différemment, pense qu'il est vraiment un prince. On va donc devoir passer par l'habituelle révélation de la supercherie, qui est vue et revue. Mais à la fin, il la sauve et le sultan change la loi pour qu'il puisse se marier quand même. Pour la troisième fois, et ça explique qu'il ne soit pas plus bas dans le classement, enfin plus haut, enfin mieux classé, l'histoire d'amour n'est pas le focus principal d'Aladin. Ils veulent être en couple pour atteindre un but,
La richesse pour l'un et la liberté pour l'autre, c'est pas le concept le plus romantique du monde. Mais l'alchimie fonctionne et ce rêve bleu est culte, alors ça avait quand même sa place dans ce classement. Et alors, rapide aparté, quasiment tous les films qui sont abordés dans cette vidéo ont déjà eu droit à leur vidéo dédiée. Alors si ça vous intéresse, il y a une playlist dédiée sur mon profil où je mettrai un lien en fin de vidéo. Allez, numéro 7. Numéro 7, Bernard et Bianca. Ces deux-là, ils trichent un peu parce que le développement du couple se fait sur 2 films. Mais les 2 films font partie des classiques, alors ça compte. J'aime que la dynamique soit inversée. Bianca est en position de force. Elle fait partie de la SOS Société, celle qui est là pour nous aider quels que soient nos problèmes, et lui n'est que le concierge, maladroit, peureux et superstitieux. Dès le départ, c'est clairement elle qui va porter la culotte. Mais Bernard va, au fil des 2 films, gagner en confiance et en courage, non seulement dans leurs aventures, mais aussi dans leurs relations, osant, par exemple, enfin la demander en mariage dans le 2. Bon, ça va lui prendre tout le film, hein, mais il va finalement y arriver. Une relation qui prend d'ailleurs son temps, si on oublie la fois où Bianca joue avec sa queue au début. Et dans le 2, le couple sera un peu mis en danger par Jack, la souris australienne aventurière qui va faire du rentre-dedans à Bianca pendant tout le film, mais elle restera fidèle à son bon Bernard qui sera le véritable héros lors du grand final, tuant McLeish et sauvant tout le monde. Une fin heureuse pour un bon gars. Est-ce que c'est pas un peu tout ce qu'on demande à la vie finalement? Numéro 6, Tarzan et Jane. Leur première scène ensemble est capitale et très réussie, puisqu'elle permet à Tarzan de comprendre qu'il n'est pas le seul de son espèce, et son comportement, à lui semble normal. Il n'y a pas d'attirance physique de son côté, rien de malsain, simplement une curiosité qui met mal à l'aise la jeune anglaise de bonne famille. Mais la scène est réellement touchante, avec ce beau jeu de regard, et surtout est très drôle, avec les réactions de Jane, puis Tarzan qui se met à répéter tout ce qu'elle dit. Il y a juste un côté ta gueule c'est magique avec le fait que Tarzan puisse dire qu'il s'appelle Tarzan alors qu'il n'a jamais entendu ce nom prononcé par une personne, mais c'est un détail et c'est vite oublié, parce qu'on va ajouter Phil Collins qui chante et un montage des 2 qui se découvrent, pendant que Tarzan en apprend plus sur le monde, et leur complicité est directement crédible. Et on dit merci Phil. La romance ne prend pas toute la place, mais elle fait partie des éléments qui permettent à Tarzan de comprendre qui il est. Et on parle bien uniquement de ce film, hein. Tarzan et Jane, pour moi, ça n'a jamais existé. Numéro 5, Ariel et Eric. Alors oui, je sais, il y a le fameux trope du « je tombe amoureuse du premier homme que je vois », d'accord, c'est un peu facile. Puis il y a aussi le fait que la relation au départ est basée sur un contrat. Elle doit se faire aimer et recevoir un baiser d'amour pour honorer son contrat avec Ursula et ne pas devenir une petite larve informe à sa botte. Le tout sans parler parce que c'est bien connu, une femme n'est aimée que pour son physique, pas pour ce qu'elle peut raconter. En tout cas, c'est le message que transmet Ursula. Ça, je le répète, hein, c'est pas le message du film. Mais c'est un truc que la méchante veut mettre dans la tête d'Ariel. Mais parce que je vous connais, ceux qui comprennent les films de travers, puis viennent raconter que ça donne le mauvais exemple. Mais bref, si ça vous intéresse, j'en parle longuement dans la vidéo dédiée. Et donc pourtant, malgré ça, les scènes que partage le couple sont excellentes, et l'énergie d'Ariel, son émerveillement communicatif, sa soif de découverte, c'est ça qui va charmer Eric. Pas son physique. Alors qu'à la base, elle partait pas gagnante, puisqu'il pensait que ce n'était pas elle qui l'avait sauvé de la noyade, et qui avait chanté, puisque bon, elle n'a pas de voix. Et leur scène dans la barque, où le fameux baiser d'amour arrive presque, avant que les murènes d'Ursula ne les fassent tomber à l'eau, c'est aussi hyper efficace. Et enfin, dans le climax du film, Eric tue Ursula avec son gros bout pointu et sauve Ariel. Une Ariel qui est active, curieuse, aventureuse. C'est la première princesse en 30 ans, et elle est le signe que les temps ont changé. Ce n'est pas juste une damoiselle en détresse. Bon, qui à la fin, un peu. Mais ça permet un moment de bravoure à Eric, et ce n'est en fait qu'un juste retour des choses, puisqu'Ariel l'avait sauvé plus tôt dans le film. Ils vécurent heureux et eurent une suite pas très intéressante, alors on va pas s'attarder dessus et passer à la 4e place. 4e, Hercule et Mégara. Alors ici, leur première rencontre n'est pas un coup de foudre réciproque, c'est juste Hercule qui oublie comment il s'appelle, et la plupart des spectateurs masculins avec, moi y compris. Mais Meg, elle a pas du tout la tête à ça, parce qu'elle bosse pour Hadès. Elle commence le film du mauvais côté de la force, dans un style femme fatale de film noir totalement assumé. Dans son design, son physique plus mature ou ses yeux plus fins qu'une princesse classique, elle se démarque directement. C'est pas une ado, c'est une femme, et ça, c'est en fait assez rare chez Disney. Elle a du vécu, elle a un passé, elle est dans cette situation à cause de son ex. Elle a vendu son âme à Hadès pour le sauver avant que ce con se barre avec une autre. Contrairement à la plupart des femmes de ce top, Hercule est loin d'être son premier amour. Et quand elle le charme, c'est à la base pour aider Hadès, et surtout regagner sa liberté.
mais elle va se faire prendre à son propre jeu et tomber elle aussi amoureuse devant la candeur et la timidité de Hercule face à ses avances, alors qu'il est visiblement pas contre l'idée de fricoter un peu, hein. Il est juste un peu béné le Hercule, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Leurs sentiments vont réellement se dévoiler dans le final. D'abord quand Hercule va accepter de renoncer à sa force pendant 24 heures pour le bien de sa belle, puis quand Meg va se faire écraser par une colonne en poussant Hercule, concluant ainsi sa rédemption. Et enfin quand Hercule va tenter le tout pour aller sauver l'âme de Meg, y arriver évidemment, et carrément renoncer, encore une fois, à son statut de dieu cette fois-ci, pour rester sur Terre avec elle. Ouais, on n'est pas loin d'être face aux preuves d'amour les plus importantes de l'histoire des classiques, et ça valait bien une place aux portes du top 3 de ce classement. Numéro 3, Belle et la Bête. Alors oui, syndrome de Stockholm, il a besoin d'elle pour redevenir humain, machin, tout ça, c'est rapidement mis de côté et c'est clairement pas le message du film. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse, je développe tout dans la vidéo dédiée. Mais on ne peut pas s'empêcher d'entrer en empathie avec la Bête, parce qu'il passe quand même d'un jeune prince plutôt connard sur les bords à grosse bête poilue, mais avec un grand cœur. Ça paraît cliché et facile à mort dit comme ça, mais quand c'est bien fait, ben ça marche. Et ici, c'est très bien fait. Leur relation est du coup celle qui évolue le plus avec le temps. Belle passe de sa captive à l'amour de sa vie, avec quelques scènes aux implications fortes, comme lorsque la Bête vient la sauver des loups, prouvant qu'il tient à elle, ou qu'au moins il ne veut pas qu'elle se fasse déchiqueter par une meute assoiffée de sang, et elle choisissant de le sauver plutôt que de s'enfuir, démontrant sa beauté, c'est ça, ou alors elle se sentait juste redevable. Mais comme quoi, les sentiments entre les deux sont complexes et évoluent de manière logique et organique, malgré des prémices un peu limites, on est d'accord. Évolution de leurs sentiments parfaitement orchestrée par les paroles de Howard Ashman, qui est venu à la rescousse des scénaristes de l'époque, qui n'arrivaient pas à créer un début de romance crédible rien qu'avec des mots. Et ça a donné Je ne savais pas, passage qui prouve encore une fois, après son travail sur La Petite Sirène, que Ashman était un immense storyteller. La scène de danse et la déclaration finale de Belle, qui rend son apparence humaine à la Bête, achèvent d'en faire une jolie histoire d'amour. Et rien que le fait que ça fonctionne en ayant ce début-là, c'est déjà la preuve que le duo est excellent. On croit au personnage, au changement de mentalité de la Bête et au pardon de Belle. Vu de l'extérieur, c'est sans doute le couple qui partait du plus loin, mais il se révèle comme l'une des grandes réussites narratives de la Renaissance Disney. Je ne suis pas un immense fan du film qui est peu subtil et martèle pas mal son message du « le monstre est plus humain que l'humain monstrueux » dans son opposition entre Gaston et la Bête, mais l'aspect romantique fonctionne à merveille. Numéro 2, Lady et Clochard. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais quand j'ai eu l'idée de ce top, je pensais qu'il serait premier. Vraiment, c'est un couple Disney que j'aime énormément. Je m'explique. La Belle et le Clochard, c'est le principe un peu éculé du choc des cultures, du choc de deux mondes, où chacun va apprendre de l'autre. Mais c'est géré d'une si belle manière, c'est d'une finesse. On n'est pas du tout sur un coup de foudre ici non plus. C'est une relation qui va se construire pas à pas, à base de moments de bravoure, de chansons italiennes et de boulettes de viande. Et ça, à cette époque-là, c'était une bouffée d'air frais incroyable. Parce que je le rappelle, le film est sorti en 1955. C'est-à-dire avant La Belle au bois dormant, qui, spoiler, est absolument pas dans ce top. Puis, c'est beaucoup trop beau, ce repas entre les deux, ce partage, ce spaghetti parodié 10 000 fois. Lady qui découvre le bonheur, levant ses yeux vers les étoiles. C'est peut-être la plus belle scène romantique des classiques. Bon ok, il y en a une avec laquelle ça se bat. Mais on va en parler juste après. On n'échappe malheureusement pas au quiproquo de début de troisième acte, avec Lady qui râle un peu sur Clochard, mais le film passe vite au-dessus, et le spectateur avec. Il y a une simplicité, une authenticité dans la relation entre les deux, qui fonctionne à mort. Surtout qu'à l'époque, je le répète, on n'avait connu que des romances expédiées nulles, genre Blanche-Neige ou Cendrillon. Ils ont chacun leur personnalité propre avant de se connaître. La romance apparaît après qu'ils aient passé du temps ensemble. Ce n'était pas le rêve de leur vie de trouver l'amour, comme c'est souvent le cas chez Disney. Ici, c'est juste le destin qui les a rassemblés. Ils avaient chacun un idéal en tête avant de se rencontrer, ils pensaient tous les deux vivre leur meilleure vie, mais leur relation va leur apporter une nouvelle définition du bonheur, tout simplement. Chacun aura donc appris de l'autre. Clochard accepte qu'il est parfois bon de se poser, de s'ancrer, de s'attacher, de se lier, ou ici littéralement de se faire passer le collier, et Lady découvre la rue, apprend à s'affirmer, et termine le film grandi. À l'époque, c'était la romance la plus humaine racontée par un classique, et encore aujourd'hui, c'est top 3 de mes romances préférées, et pas troisième. Et très rapidement, quelques mentions honorables avant de passer au top 1. La première rencontre de Pocahontas et John Smith est sublime.
Cette apparition dans la brume, ces 3 minutes sans dialogue, qui jouent uniquement sur les regards et la musique, puis les deux commencent à communiquer et à se comprendre grâce au pouvoir de l'amour. Ouais, ça dérape rapidement. Et en fait, c'était peut-être mieux quand ils se comprenaient pas, vu que John raconte des grosses conneries racistes, les traitant de sauvages, avant que Pocahontas, qui est pas rancunière, lui explique, en chanson évidemment, que les pierres et les arbres sont ses potes. Quand on y pense, c'est assez dingue qu'ils soient tombés amoureux, hein. Une romance qui fonctionne en fait pas trop mal dans un genre de Roméo et Juliette chez les natifs, mais ils finissent même pas le film ensemble, et je parle même pas de sa suite qui est une horreur sans nom. Ouais, next. Esmeralda et Phébus ne sont pas du tout le focus de l'histoire. Le film a tellement pas de temps pour eux qu'ils se rencontrent, se battent quelques secondes, puis se rendent compte que, mais en fait, on est tous les deux beaux, est-ce qu'on s'embrasserait pas ? Et ils sont sur le point de se rouler une pelle avant que Frollo arrive par derrière et vienne sniffer les cheveux d'Esmeralda. Ouais. La belle attire en fait les convoitises de tout le monde. Quasimodo tombe instantanément amoureux, évidemment. Frollo est prêt à brûler tout Paris pour la retrouver, et surtout à la tuer si elle ne veut pas de lui, mais elle n'aura Dieu que pour Phébus. Lui sauvera la vie quand il est condamné à mort par Frollo, encore lui, et aura même la cruauté de demander à Quasimodo, qui vient de voir son pauvre petit cœur se briser quand elle l'a embrassé devant ses yeux, de s'occuper de son nouvel amoureux quand il sera mal en point. Ouais, jamais c'est top 10 ça. O'Malley et Duchesse ont en fait un peu la même dynamique que Lady et Clochard, mais en moins touchant. O'Malley est un peu plus beauf dans son écriture, approche Duchesse uniquement pour la draguer et est déçu quand il voit qu'elle a des gosses. Ok, leur scène de rapprochement est assez réussie, mais c'était pas suffisant. Robin et Marianne ont trop peu de scènes ensemble, on leur installe une backstory vite fait, ils sont déjà en couple à la base, il n'y a pas vraiment de romance à instaurer, leur scène au clair de lune est jolie, mais arrive trop rapidement, et semble un peu ajoutée parce qu'il en fallait une. Un peu pareil pour Mulan et Shang. La romance arrive à la fin, un peu parce qu'il faut bien, parce que c'est Disney, machin, mais ils se sont quasiment pas parlé depuis qu'il sait que c'est une femme. Et quand on voit comment le couple sera traité dans la suite, c'était peut-être pas plus mal comme ça. Et enfin, dernière petite mention pour terminer, le couple de Donald et Daisy dans le segment de l'Arche de Noé de Fantasia 2000, ouais c'est super niche, ils réussissent à être plus attachants que pas mal de couples d'autres classiques alors qu'ils ne parlent pas, que le truc fait 10 minutes, et qu'ils ne sont pas ensemble pendant 80% du segment. Et rien que pour ça, fallait leur laisser une petite place, et je vous mens pas, ça aurait sans doute été mon numéro 11. Mais mon numéro 1, et alors je l'avais pas trop vu venir celui-là, numéro 1, Réponse et Flynn. Comme pour La Princesse et la Grenouille, j'en ai pas encore parlé en vidéo de celui-là, mais en le redécouvrant pour cette vidéo, j'ai vite arrêté de douter de mon numéro 1. Il y a absolument aucun doute dans la construction des deux personnages, dans ce qu'ils vivent ensemble, dans leurs arcs narratifs personnels et en tant que duo. Ça vient en fait synthétiser tout ce que Disney a pu faire de mieux depuis plus de 80 ans de classique. Et c'est brillant. On reprend l'adaptation d'un conte tout en lui donnant une patte moderne dans l'écriture de ses personnages. On oublie le coup de foudre facile et le presque baiser après 2 dialogues. On les fait commencer dans la méfiance, dans le contrat, avant que, couche par couche, chacun se dévoile un peu plus, et que le contrat et les ambitions pécuniaires ne soient plus que des détails, que Flynn devienne Eugène, et que seul ne reste le désir d'être avec l'autre. Parce que sous ces couches se trouvait en fait la personne idéale, l'amour qu'aucun des deux ne cherchait, mais qui leur est tombé dessus. Indéniable, inévitable, brillant comme 1000 lanternes. Et cette scène, bon Dieu, mais cette scène! Évidemment que c'est celle-là dont je parle quand je dis qu'il y a une scène plus romantique que le dîner aux chandelles avec des spaghettis. Elle est fantastique, la scène des lanternes. Visuellement déjà, pardon, mais c'est magnifique. Mais dans ce qu'elle dit, sans un mot en trop, avec une chanson, mais surtout des regards, et la compréhension, là, à ce moment précis, que rien d'autre n'aura jamais plus d'importance que d'être ensemble. J'ai même pas envie de suranalyser, on le fera bien évidemment quand on parlera du film en long et en large dans un cinépop dans quelques mois, on a le temps, mais oui, évidemment, que Flynn et Réponse, ou Eugène et Réponse, c'est le meilleur couple Disney. Et vous, dans tout ça, eh ben, vous êtes assez d'accord finalement, puisque c'est également Réponse et Flynn qui ont eu vos votes, dans une finale qui m'a un peu surpris, je vous avoue, puisqu'ils étaient opposés à Aladdin et Jasmine. Et à mon avis, vous avez trop en tête Ce rêve bleu, qui est une super scène, je dis pas, mais l'ensemble de leur romance, d'après moi, c'est pas mieux que La Belle et la Bête, par exemple, qui termine 3e, ou même Hercule et Mégara, qui termine au pied du podium. Merci à tous d'avoir joué le jeu, j'espère que vos favoris n'ont pas sauté trop tôt. Je sais que certains auraient aimé que Ariel et Eric aillent plus loin par exemple, mais non, ils ont eu la malchance de tomber contre l'ogre Aladdin en quart de finale. Dommage.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Cinépop Disney. On reviendra au tout début des années 2000 avec Dinosaure. Sinon, si vous voulez me soutenir, likez, partagez, boostez la vidéo. Vous pouvez même, si votre portefeuille vous le permet, me soutenir sur Tipeee et me proposer là-bas des sujets de vidéos. Allez, sur ce, pour rester dans le thème, amour sur vous, on se retrouve vite. Ciao.